Comme tous les 15 jours, le podcast Le Buller vous propose de faire en notre compagnie le tour des nouveautés de la bande dessinée franco-belge. Dans ce 126e épisode, nous avions envie de mettre à l'honneur Pigalle 1950, un superbe album que l'on doit au scénario de Pierre Christin, au dessin de Jean-Michel Arroyo, et c'est édité chez Dupuis sous le label Air Libre. Mais comme de nombreux autres albums de qualité sont sortis également, nous reviendrons aussi sur 6 autres titres coup de cœur dans une seconde partie. Ainsi, nous vous parlerons de La Saison des Pluies, nouvel album de Kamsuk Jandri Kim, sorti aux éditions Futuropolis, de Goth Mountain, adaptation d'un roman de David Van par O. Carroll et Georges Van Lintout, sorti chez Phileas, de Waco Aurore, titre édité chez Glénat, que l'on doit à Lisa Lugrin, Clément Xavier et Stéphane Soularue, d'Une vie en parallèle, très bel album que l'on doit à Mathias Lehmann et aux éditions Stenkis, de l'album Les Frères Michelin, une réussite industrielle que l'on doit à Cédric Maillan et Fabien Nappé, ainsi qu'aux éditions du Lombard, et toujours chez le Lombard, nous finirons avec la réédition de la série Miss Octobre en intégrale, série que l'on doit à Stéphane Desberg et Alain Kérex. Comme à chaque fois, on vous fait découvrir ces 7 titres de grande qualité en une vingtaine de minutes, et vous pourrez les retrouver présentés en images sur notre compte Instagram lebuller.podcast ces prochains jours. Le titre de notre coup de cœur de la quinzaine est on ne peut plus explicite, c'est dans le quartier Pigalle à Paris et en 1950 que cette bande dessinée nous entraîne. D'ailleurs, sur la couverture, nous présentant le personnage principal en contre-plongée avec le Sacré-Cœur en fond, se résume un peu ce titre qui flirte entre l'ombre et la lumière, la ville et la campagne, l'enfermement et la liberté. Pigalle 1950, donc, est un album qui a pour toile de fond ce quartier parisien, fortement associé à la fête et la luxure, et ce n'est pas vraiment ce que l'on retrouve au centre de cette histoire. Ici, nous allons suivre le destin d'un jeune provincial, Antoine, que tout le monde appelle Toinou, bien que ce surnom fasse un peu campagnard, qui monte à Paris pour réussir, tout droit venu de son Aubrac natal. Il est tout juste majeur quand il décide de s'embarquer pour la grande aventure, lui dont le destin semblait scellé sur ses terres natales. Si le jeune homme est impressionné par Paris, cette ville qui bourdonne en permanence, dans laquelle on y fréquente des femmes de petite vertu et des hommes aux mœurs particulières, il s'y fait rapidement une place. Il faut dire qu'il a un petit pied-à-terre à Paris, chez un cousin venu tenter l'aventure dans la capitale, qui tient un petit troquet du côté de la rue Le Pic. Alric, le cousin en question, va confier à Antoine le soin d'aller livrer du charbon et de l'alcool à l'un des cabarets les plus fameux de ce Paris des années 50, la Lune Bleue. Là, il va faire connaissance avec le videur, que l'on surnomme Point Barre, en raison des 2 outils qu'il utilise pour expulser les importuns. Le Bobel, patron de l'établissement, homme sulfureux, en cheville avec ses cousins corses, Pare-brise, le comptable sérieux et consciencieux du cabaret, et Mademoiselle Mireille, qui veille sur ce petit monde et sur le bien-être des clients, elle sur qui personne ne met la main sans ressortir du cabaret avec un œil au beurre noir. C'est au milieu de tout ce petit monde, plus Sam, le barman de l'établissement, qu'Antoine va se faire une place de plus en plus importante, jusqu'à se faire embaucher pour travailler à plein temps à la Lune Bleue. C'est que le jeune homme, en plus d'être plutôt mignon, s'avère serviable, agréable, de bonne compagnie et discret, comme on doit l'être dans un lieu où toutes les activités ne sont pas légales. La confiance que lui porte le patron et ses cousins permettra même à Antoine de monter sur des affaires sensibles, comme faire le guet pendant que les Corses volent une mallette chez un riche Belge. Pour réaliser ce coup, la bande à Antonio, le cousin corse du patron, a doublé une seconde équipe originaire de Corté qui ne manquera pas de vouloir régler ses comptes dans les semaines qui suivent. Entre-temps, le cabaret continue toujours de faire recette, encore plus depuis que la belle et troublante Olga a fait sa réapparition pour mener la revue avec tout le charme et le charisme qui se dessinent dans les pages qui la mettent en scène. Mais comme les plans ne se déroulent jamais comme prévu, cette période va aussi marquer le début des ennuis et des déconvenues pour un Antoine qui va découvrir le revers de la médaille de cette vie parisienne qui flirte avec la légalité. C'est ainsi que durant 152 pages, le scénario de Pierre Christin et le dessin de Jean-Michel Arroyo nous font pénétrer le monde de la nuit de ce Paris éternel qui s'anime de nouveau sous nos yeux.
Le scénario est plutôt bien construit et tient le lecteur en haleine, car si l'on se doute que les choses vont finir par mal tourner pour Antoine, on ne s'attend pas vraiment à ce qui lui arrive. En effet, Antoine n'est pas l'archétype de l'arriviste qui en veut toujours plus. Malgré la réussite qu'il connaît, il reste le jeune homme timide et maladroit qu'il était quand il est arrivé de sa région natale. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui expliquera sa destinée, lui qui a mis les pieds dans un monde qui le dépasse, monde pour lequel il s'avère trop tendre. Pour servir cette histoire, on a pris beaucoup de plaisir à plonger dans les superbes dessins d'un Jean-Michel Arroyo qui, avec son style classique et une touche un peu rétro, fait plonger de plein pied le lecteur dans cette période de l'histoire. Avec son style semi-réaliste, son cadrage dynamique et la patine de cet album qui se déploie dans un beau noir et blanc patiné, nous avons là une plongée dans les années 50 plus que convaincante. L'album se ponctue d'ailleurs par de sublimes illustrations en double page de certains lieux du Paris des années 50 dans lesquels l'auteur incruste les personnages de son histoire. L'occasion de refermer en beauté ce titre, sorti le 8 avril dernier, de la plus belle des façons, l'occasion de faire se promener une dernière fois l'œil du lecteur dans ce Paris qui devient un vrai personnage de cette aventure. Ce sont les éditions Dupuis, dans la fameuse collection Air Libre, qui proposent ce Pigalle 1950, un titre dans lequel on a eu grand plaisir à déambuler, une promenade dans le Paris de la moitié du siècle dernier, que l'on vous invite à faire à votre tour. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur les 6 albums coup de cœur qui ont retenu notre attention cette quinzaine. Commençons la revue des sorties de cette quinzaine avec une autrice pour laquelle nous avons beaucoup d'affection, Keum-Suk Jeondri Kim, artiste originaire de Corée du Sud, dont on avait déjà présenté ici L'Arbre nu ou encore L'Attente. Même si c'est encore dans son pays natal qu'elle nous emmène, La Saison des pluies, titre de son nouvel ouvrage, nous éloigne de la guerre de Corée qui était au centre de ces 2 récits précédents. Ici, il est question du rapport qu'entretient l'homme avec l'animal à travers le statut du chien, un statut particulier dans un pays qui le consomme encore. C'est à 1 heure de Séoul, en pleine campagne, que l'on va découvrir le personnage de Yuna, 45 ans, qui vit avec son compagnon Hoon, qui a un jour l'idée d'acheter un chien en animalerie. Rapidement, le couple décide d'aller s'installer dans cette campagne proche de Séoul pour avoir un peu de terrain pour que puisse gambader Carotte, corgi mâle dont le nom vient de sa couleur et de sa longueur. Là, l'autrice qui se cache derrière le personnage de Yuna nous raconte comment ce chien est entré dans leur vie et comment rapidement il est devenu un élément essentiel du foyer, animal sur lequel on doit veiller et pour lequel on doit avoir une attention particulière. Le jeune corgi ne restera pas seul longtemps car rapidement il est rejoint par Patate, jeune chiot bâtard trouvé dans les montagnes de la campagne environnante, chien qui vient prendre sa place naturellement dans le foyer. Dans les promenades quotidiennes que font le couple en compagnie des 2 chiens, ils croisent souvent des animaux abandonnés, parfois attachés en laisse à l'extérieur sans une once d'amour distribuée par leur maître. C'est que dans cette région-là de Corée, les chiens errants sont parfois ramassés pour être tués et utilisés pour fabriquer des décoctions ou encore pour servir de préparation en soupe. Le couple finira même par adopter un 3e chien, le jeune Choco, 2 ans, enfermé dans sa cage depuis sa naissance et craintif par nature en raison du traitement qu'il a subi. Doux, contemplatif et proposant en fond une réflexion sur le statut de l'animal et le rapport qui existe avec les humains, La Saison des pluies est un album qui fait preuve d'originalité autour d'un sujet sensible. On y retrouve ici le trait caractéristique de Keum-Suk Jeondri Kim, cette artiste coréenne dont le noir et blanc s'avère toujours aussi expressif que sur ses titres précédents. Léger en apparence, mais très profond dans la réflexion qu'il suscite, La Saison des pluies est un titre qui mérite qu'on s'y intéresse, qui est disponible chez Futuropolis depuis le 13 avril dernier. C'est encore du rapport de l'homme avec l'animal dont il est question dans Goat Mountain, à la grande différence qu'il s'agit ici d'un sport beaucoup plus violent puisque le titre parle de la chasse. C'est l'adaptation d'un roman de David Vann que l'on retrouve ici, une histoire étouffante qui nous entraîne pourtant en pleine nature au nord de la Californie. L'album nous plonge même dans un huis clos familial et propose une réflexion sur les origines de la violence et comment elle se transmet de génération en génération.
C'est qu'ici, nous avons justement 3 générations d'une même famille qui viennent jusque dans ce coin reculé de Goat Mountain pour initier le petit dernier, qui a 11 ans, à la chasse aux cerfs. Jusqu'à présent, il accompagnait son père et son grand-père, ainsi que Tom, un ami du père, mais pour lui, il est l'heure de tuer son premier grand cerf. Mais rien ne va se passer comme prévu, car en arrivant sur leur domaine au sein de ce vaste territoire boisé, ils se rendent compte qu'un braconnier est sur leur terrain, certainement en train de chasser illégalement. En regardant dans la lunette de leur fusil, cette partie de chasse en famille va soudainement basculer dans le sordide puisque le plus jeune de la bande appuie sur la gâchette et abat froidement le braconnier. Instant suspendu dans l'immensité de ce parc naturel, ce meurtre, pour celui qui a à peine 11 ans, ne semble pas le bouleverser plus que cela, pendant qu'entre adultes on réfléchit à la suite à donner à cette histoire. Faut-il enterrer le corps, se rendre à la police, balancer le corps du haut d'une falaise? Les questions se posent à notre petit groupe et l'unité se lézarde, allant même jusqu'à s'interroger sur la violence en germe dans l'esprit de ce môme d'à peine 11 ans. C'est Caroline Van Lintout, sous le pseudonyme O.Carole, qui adapte le roman de David Vann et qui en garde ici toute son ambiance étouffante et cette réflexion sur la violence. Ce sont les dessins de George Van Lintout qui donnent vie à ce récit dans un très beau noir et blanc à peine relevé d'une touche de rouge, symbole de cette violence omniprésente, ou encore d'un peu de bleu et de jaune. Alternant les pleines pages, un découpage plus classique, ou encore un dessin qui s'affranchit de la case, il donne surtout beaucoup de rythme à ce récit qui se joue autant dans les têtes qu'au milieu de la nature. Au final, nous avons là un titre remarquable sur la transmission de cette violence, un album de 134 pages que l'on doit aux éditions Phileas. Changeons totalement de sujet, mais restons aux États-Unis pour y parler de violence, mais entre les êtres humains, pour peu que ceci ne soit pas de la bonne couleur. À travers l'album Waco Horror, nous découvrons le travail salutaire d'une journaliste, Elizabeth Freeman, pour dénoncer un odieux crime raciste qui a été commis en 1916 dans cette petite ville du Texas. Se basant sur une histoire réelle qui glace le sang, Lisa Lugrin et Clément Xavier au scénario font revivre cette journaliste infiltrée dans un album qui appartient à la même collection que celui qui mettait à l'honneur l'an passé Nellie Bly. Suffragette qui a milité pour les droits civiques des femmes, farouche opposante à la ségrégation raciale qui a encore cours aux États-Unis, elle se donne pour mission de faire toute la lumière sur la disparition mystérieuse dans la ville de Waco d'un jeune homme de couleur âgé de 17 ans, Jesse Washington. Fidèle à sa réputation, la téméraire journaliste prend tout de suite le train pour se rendre sur place et mener sa petite enquête en essayant de sortir des sentiers battus que l'on balise pour elle. Assez rapidement, elle se rend compte que l'ambiance est pesante dans cette petite ville qui semble calme en apparence, mais qui a aussi l'air de cacher un secret qu'on essaye de garder à distance de cette fouineuse de journaliste. À force de persévérance et en se fiant à son flair et son instinct, elle va découvrir la terrible vérité qui se cache derrière cette disparition, non sans s'attirer de nombreuses inimitiés du côté de Waco. Le jeune homme, reconnu coupable du meurtre d'une femme blanche, a en fait été lynché devant la grande majorité du village, femmes et enfants compris. Reste alors à savoir si l'intrépide journaliste, qui a mis la main sur cette terrible vérité, pourra non seulement finaliser son article, mais même rentrer chez elle en vie. Se basant sur un fait divers réel, qui est documenté par des photos, que le dessinateur Stéphane Soularue épargne au lecteur, nous avons là un album passionnant et édifiant, un témoignage d'une grande intensité sur les conditions de vie des Noirs aux États-Unis au début du siècle dernier. Le dessin de Soularue souligne bien l'effet voulu dans cet album, un mélange de dramatique et de comique, un titre dans la veine des frères Cohen, comme cela est rappelé dans une interview à la fin de l'ouvrage. Le dessin alterne d'ailleurs entre une certaine douceur et des moments plus dramatiques, marqués par des couleurs chaudes propices à la violence. Ce sont les éditions Glénat, dans la collection Karma, dirigée par Aurélien Ducoudray, qui propose ce superbe titre dont on ne saurait trop vous conseiller la lecture. Parmi les albums que l'on a vraiment beaucoup aimés et dont on vous recommande fortement la lecture, Une vie en parallèle de Mathias Lehmann est une bande dessinée remarquable. Elle l'est d'autant plus qu'elle aborde un sujet longtemps resté tabou et qu'elle transporte le lecteur dans l'Allemagne de l'après-guerre,
pays de l'auteur, ce territoire coupé en deux qui reflète tellement la personnalité du héros de cette histoire, un certain Karl Kling. Quand nous le découvrons, celui-ci vient tout juste de prendre sa retraite, nous sommes dans les années 80, et le personnage est marqué par la solitude. Il a bien des amis avec qui discuter et à qui se confier, mais le secret qui l'a rongé toute sa vie, celui-ci, il a du mal à le révéler à son meilleur ami. C'est à ce moment-là que l'histoire nous fait faire un bond dans le temps pour en découvrir un peu plus sur ce Karl, beau jeune homme blond qui va épouser la belle Anna une fois revenu de la guerre. Le mariage est célébré en grande pompe, le jeune homme a un travail assuré dans l'usine de Beau-Papa, et assez rapidement, c'est un enfant qui vient compléter ce tableau de famille idéale. Pourtant, malgré cette vie qui semble lancée sur de bons rails, il manque quelque chose à Karl pour être heureux dans la vie, lui qui se tient éloigné de sa famille et qui commence à vivre une vie en parallèle. C'est que Karl a en réalité un attrait beaucoup plus prononcé pour les garçons que pour les filles, attrait qu'il peut mettre en pratique quand il va se baigner au lac et que des regards pleins de sous-entendus s'échangent avec deux jeunes hommes. C'est que l'homosexualité, puisque c'est de cela dont il s'agit ici, est quelque chose de mal vu et ceux qui sont surpris en train d'avoir des comportements jugés déviants doivent faire face à la vindicte populaire. Karl devra ainsi quitter sa famille et sa ville en Allemagne de l'Est pour s'installer à Leipzig où là-bas il rebâtira une vie avec femme et enfants, mais sans plus de réussite que la première fois. Malheureux une bonne partie de son existence, le fil rouge de cette histoire est une lettre qu'il écrit à sa fille dont il s'est éloigné par la force des choses qu'il aimerait revoir pour son anniversaire. C'est un récit très fort que nous propose Matthias Lehmann, il donne sa voix à celles et ceux qui ont toujours vécu dans l'ombre et bien souvent dans la honte, comme on le devine ici aussi. Tout cela est fait avec beaucoup de subtilité et de tendresse, à l'image de son dessin en noir et blanc, tout en expressivité, et où les attitudes et les regards en disent parfois bien plus que les dialogues. Ce sont les éditions Stentis qui ont eu la bonne idée d'éditer ce superbe titre en France, un album qui fait 464 pages et dont la traduction, pour être complet, est signée Gaïa Manican-Rogozic. Dans l'album suivant, ce sont les destins de deux frères, qui ne vous sont certainement pas inconnus, des industriels, qui sont au centre de cette bande dessinée. Eux, ce sont André et Édouard, les deux frères Michelin, qui vont être à l'origine d'une saga industrielle à la française, une réussite qui va largement dépasser le cadre national et que nous raconte le scénario de Cédric Maillen et le dessin de Fabien Nappé. C'est dans un cimetière que l'on découvre Édouard, le plus jeune des deux frères, lui qui vient se recueillir sur la tombe familiale où repose déjà André et les enfants décédés trop tôt. Nous sommes en 1940, dans ce cimetière sur les hauteurs de Clermont-Ferrand, l'industriel qui sent sa fin prochaine nous entraîne dans un récit qui fait 56 pages sur l'histoire familiale. On le découvre enfant, passionné par le dessin, don transmis par le paternel, complice avec un frère qui semble être la tête pensante du duo, pendant qu'Édouard est le maître d'œuvre. Dans la famille, on possède une usine ancrée à Clermont-Ferrand, mais celle-ci menace de péricliter. C'est là qu'entre en action le duo qui se propose de la reprendre et de relancer son activité autour du pneumatique pour vélo. Il faut trouver la bonne recette pour obtenir des bons pneus, mais surtout le coup médiatique qui permettra de faire connaître la marque Michelin dans tout l'Hexagone. Pour ce dernier objectif, ce sera la chasse gardée d'André, qui n'a pas son pareil pour attirer l'attention des médias et même du président de la République sur la marque qui commence à se faire une solide réputation. À travers ce titre, qui joue sur les allers et retours dans la chronologie, on y découvre la passion d'André pour l'aviation, lui qui aurait aimé recentrer l'entreprise dans cette direction, la naissance du bibendum Michelin à partir d'un dessin d'Édouard, ou encore des références au guide Michelin et la volonté pour les deux frères de développer un réseau de numérotage des routes à l'échelle nationale. Après nous avoir fait découvrir Louis Renault il y a peu, les éditions du Lombard s'attaquent à un autre duo d'industriels qui aura eu une importance considérable dans le monde de l'automobile français. Le dessin semi-réaliste de Fabien Nappé, clair et aéré, et rehaussé par les couleurs d'Hugo Pouplin, donne un véritable caractère à cet album. À noter que l'album Les Frères Michelin, une aventure industrielle, se termine sur un petit dossier d'une 20aine de pages qui s'intéresse à la fois à la succession de l'entreprise Michelin et aux produits qui ont fait l'innovation de cette marque.
Terminons comme ce sera le cas chaque quinzaine par un album qui se voit réédité pour notre plus grand plaisir ou encore la sortie en librairie d'une intégrale. C'est à Los Angeles que nous entraîne l'intégrale de la série Miss Octobre qui vient tout juste de paraître en librairie et qui regroupe les 4 tomes de cette série sortis entre 2012 et 2015. Ce thriller à l'américaine, qui tourne autour de l'assassinat de plusieurs jeunes femmes mises en scène comme dans un calendrier de pin-up, n'a rien perdu de son intensité depuis sa sortie initiale en librairie. C'est au scénario de Stefan Desberg et au dessin d'Alain Kerex que nous devons Miss Octobre, titre qui fait la chasse à un tueur en série sur fond de rivalité entre 2 policiers. Comme vous vous en doutez, l'histoire démarre avec la découverte d'un corps, celui de Miss Janvier, corps lardé de coups de couteau et à côté duquel on a positionné une série de photos en mode pin-up du cadavre d'Emma Dix, une jolie rousse à la plastique impeccable. Ce meurtre sordide en appellera d'autres et très vite, la police de Los Angeles décide de mettre sur l'affaire son plus fin limier, l'inspecteur Clegg, flic à l'ancienne, mais dont la femme ne supporte plus de le voir pourchasser les criminels. Il faut dire que l'inspecteur a la pression, non seulement on retrouve très vite un deuxième cadavre, Miss Février, mais il a sur les talons le lieutenant Ariel Sanson, qui incarne le futur de la police de la Cité des Anges. Entre les deux, une rivalité intense a lieu, d'autant que Sanson est de son côté envoyé sur une histoire de vol d'œuvres d'art, affaire bien moins en vue pour le lieutenant ambitieux. Le lecteur sait qui se cache derrière cette affaire de vol, car la voleuse nous est tout de suite présentée, la belle Victor, blonde incendiaire à la plastique impeccable, fille d'un riche homme d'affaires, devenue sourde à la suite d'une agression et promise pour être la future Miss Octobre. Dans cette intégrale, Stefan Desberg multiplie les pistes et les personnages et n'hésite pas à faire tourner en rond ses héros qui semblent n'avoir aucune piste valable pour mettre la main sur le tueur. C'est que la série réserve bien des rebondissements que met en image brillamment Alain Kerex qui, dans son style, ligne claire classique et dans son cadrage, sait accompagner cette histoire. Polar plutôt bien ficelé, qui connaît parfois quelques longueurs, mais qui n'ennuie pas du tout son lecteur, Miss Octobre s'avère redoutablement efficace, en plus de jouer sur une touche un peu glamour et sexy. C'est avec plaisir que l'on retrouve dans cette intégrale de 196 pages, qu'édite Le Lombard, cette histoire qui nous avait marqué au moment de sa sortie et qui garde toute sa vitalité, même 7 ans après l'arrivée en librairie de son dernier tome. Ainsi se termine ce 126e épisode, consacré en grande partie à l'album Pigalle 1950, épisode que l'on vous remercie d'avoir suivi avec intérêt jusqu'au bout. Si vous voulez prolonger le plaisir de nous suivre, rendez-vous sur notre compte Instagram, lebuller.podcast, pour y laisser vos réactions et vos commentaires et découvrir en images tous nos coups de cœur de cette quinzaine. Faites-nous connaître aussi autour de vous en parlant de nous non seulement dans la vie réelle, mais aussi sur les réseaux sociaux et en partageant cet épisode. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre podcast, c'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes d'Apple Podcast à Spotify en passant par YouTube. Rendez-vous le 9 mai prochain pour découvrir en notre compagnie nos futurs coups de cœur parmi les sorties en bande dessinée dans le 127e épisode de votre podcast Le Buller.